Moi, je suis Sophie Audugé, je suis déléguée générale de SOS Éducation et porte-parole de SOS Éducation, que vous connaissez. C'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2001 et qui est indépendante de tout mouvement politique. Nous défendons une école qui instruit, qui respecte l'autorité parentale et qui soutient ses professeurs dans leur mission d'instruction. Nous avons comme priorité absolue de veiller à ce que les politiques éducatives servent l'intérêt supérieur des enfants, ce qui nous amène à avoir un travail constant en ce moment, évidemment. L'association ne touche aucune subvention, c'est un choix, garder une parole parfaitement libre. Alors, la visioconférence qui va être présentée aujourd'hui sera enregistrée et elle permettra pour ceux qui le souhaitent de pouvoir y accéder à nouveau en replay. Néanmoins, je tiens à préciser que l'ensemble de ce qui va vous être présenté, les propos de Johanna, sont protégés évidemment hein, par le droit à la vie privée, le droit à l'image des participants et des intervenants. Et donc, il est important de bien en avoir conscience et de ne pas faire des copies d'écran ou des enregistrements et de prendre des petites parties, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Hein, certains petits activistes s'amusent à prendre nos propos décontextualisés. Je pense que c'est pas utile. Concentrons-nous plutôt dans l'intérêt des enfants à agir ensemble pour défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Alors, Johanna Mikou nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Elle est donc la co-auteure hein, du livre Les liens d'attachement. Johanna est une psychologue clinicienne, une psychothérapeute et également une formatrice. Elle a été formée à la prise en charge du psychotraumatisme et elle intervient régulièrement dans tout ensemble de conférences sur la parentalité. Dans son livre qu'elle a coécrit avec Gwenaëlle Perciot, qui est magnifiquement illustré, j'insiste parce que c'est quand même important, Johanna sait que j'ai beaucoup apprécié le travail de cette illustratrice, qui est donc Johanna Krenmark. Johanna va nous faire un retour aujourd'hui de ce qu'elles ont présenté dans ce livre, c'est-à-dire ce qu'est effectivement ces liens d'attachement, comment ils se construisent et comment on peut les restaurer quand ils ont été abîmés tout au cours de la vie. Donc, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, je pense, à travers d'un certain nombre des questions que vous nous avez transmises, qui sont très nombreuses. On vous en remercie beaucoup, puisque c'était vraiment très, très riche. On ne pourra pas toutes les traiter. On va essayer d'en traiter un maximum ce soir. Et également, un point important que je dois préciser aussi, c'est qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions personnelles. Il y en avait beaucoup. On essayera néanmoins avec Johanna, d'essayer d'aborder tous les sujets que vous nous avez soumis dans vos questions. On a reçu plus de 400 questions, donc c'est beaucoup. Et certaines étaient particulièrement engagées personnellement, je dirais. Et donc, celle-ci, on essayera quand même de vous donner des pistes de réflexion, ou de vous engager à aller consulter pour celles qui étaient effectivement les plus personnelles et dont on peut aisément imaginer qu'un accompagnement personnel pourrait vous aider. Voilà. Je vais laisser Johanna se présenter et prendre la parole. Et je la remercie infiniment d'être avec nous ce soir. Je voudrais saluer également son engagement pour la cause des enfants. Elle a été une des premières, avec un certain nombre d'autres personnalités, notamment Marie-Estelle Dupont, à s'engager contre les mesures sanitaires euh, qu'on a imposées aux enfants dans la crise Covid, notamment à l'école. Et donc, voilà, elle connaît ma reconnaissance dans ce travail qu'elle a mené depuis très longtemps et où elle n'a pas eu peur de prendre la parole et de défendre les enfants. Voilà. Johanna, je te laisse la parole. Merci Sophie, merci SOS Éducation. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Effectivement, on collabore depuis quelques années hein, maintenant déjà pour aider les enfants à être justement dans des liens d'attachement les plus sécures possibles dans notre société. Hein. Et je suis très honorée d'être là avec vous ce soir. Je suis très touchée que vous soyez aussi nombreux à vous connecter un jeudi soir en plein mois d'août à 20 heures. Donc, merci beaucoup pour votre présence. On a imaginé avec Sophie une forme de conférence un peu interactive entre elle et moi, où on va, voilà, tu vas me poser des questions, tu vas me poser des questions, Sophie, je vais essayer de répondre hein, de manière assez générale au départ, pour après arriver sur des aspects un peu plus spécifiques, un peu plus précis.
L'idée étant pour moi vraiment de vous parler d'attachement, de vous expliquer ce que sont les liens d'attachement, parce qu'on s'y intéresse de plus en plus, et je ne peux que m'en réjouir. On en entend de plus en plus parler, il y a des livres qui sortent, hein, dont effectivement celui que j'ai coécrit. Euh, et pour moi, c'est vraiment comment dire, une très très bonne nouvelle qu'on parle des liens d'attachement, parce que on ne peut pas ne pas s'attacher. Hein, je crois que je vais déjà démarrer comme ça. Les liens d'attachement, le lien d'attachement, en fait, c'est une force biologique. C'est pas psychologique, hein. C'est comme un instinct. C'est un besoin inné, universel, que tous les êtres humains ont dès la naissance. Et en fait, le lien d'attachement, c'est vraiment cette manière qui nous pousse à aller nous attacher à quelqu'un, à aller chercher de l'aide quand on est en difficulté et en stress. Donc évidemment, en tant que psychologue, je m'y intéresse beaucoup. Je parle toute la journée avec mes patients d'attachement parce que c'est souvent cet attachement qui s'est mal construit ou qui s'est abîmé avec le temps ou avec certaines relations qui crée les souffrances, qui crée les mal-être, qui crée les peurs, qui crée la tristesse. Et donc, le fait de pouvoir aujourd'hui vous en parler est vraiment une grande chance. Euh, pour moi. Donc voilà, donc comme Sophie l'a dit, je suis psychologue, je travaille au nord de Lyon en cabinet privé, je reçois un public majoritairement adulte, porteur de psychotraumatisme, je vous parlerai des traumas et des traumatismes d'attachement justement. J'ai travaillé une douzaine d'années en protection de l'enfance dans des foyers pour enfants et adolescents placés. Donc c'est vrai que ces questions-là, je les côtoie, je les aborde depuis de longues années. Et j'ai à cœur aujourd'hui, notamment à travers ce bouquin, de pouvoir expliquer de manière le plus simple et intelligible possible des notions de psychologie qui sont quand même assez complexes. Super, merci Johanna. Écoute, je pense que la première chose, c'est peut-être de définir l'attachement. Alors, tu as commencé à en parler. Ouais. Je pense que ça serait peut-être bien de rentrer un peu plus dans le concret. Notamment, on a reçu pas mal de questions très pertinentes sur quelle est la différence entre l'attachement et l'amour. Est-ce qu'on peut parler de détachement ou de non-attachement? Donc, quelque part, de commencer par nous définir ce qu'est l'attachement, définir ce qu'il n'est pas, et essayer justement de clarifier un petit peu ce besoin fondamental, hein, pour tous les êtres vivants, et comment, on verra après comment il se construit, mais peut-être de commencer par une définition qui permet de le comparer par rapport à l'amour, et qu'est-ce que le non-détachement, enfin qu'est-ce que le non-attachement, qu'est-ce que le détachement, enfin de faire un peu clarification même de vocabulaire, s'il te plaît. Donc, effectivement, l'attachement, c'est souvent considéré comme synonyme à l'amour, hein. On se dit, bah, je t'aime, je suis attaché à toi, etc. Donc, on peut bien sûr être amoureux et être attaché à notre conjoint, par exemple, ou à un ami. Mais dans la psychologie, ce qu'on appelle l'attachement, c'est, comme je vous le disais, un besoin biologique, un besoin universel, comme une force vitale qui nous pousse à nous rapprocher de quelqu'un dans les moments difficiles. Donc, en gros, dans des moments de stress, dans des moments d'épreuve, dans des moments d'inconfort, eh bien, il y a quelque chose en moi, comme un instinct, qui va se manifester en moi et qui va me pousser à aller chercher du réconfort, à aller chercher de l'aide. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, quand un bébé pleure parce qu'il a un inconfort, il est sale, il a faim, il a eu peur, eh bien, il va émettre un comportement d'attachement pour appeler quelqu'un qui pourra venir le réconforter, le changer, le rassurer, etc., ou le nourrir. Donc en fait, l'attachement, le besoin d'attachement, c'est un besoin universel. On ne peut pas ne pas s'attacher. C'est impossible, en fait. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres biologiques, nous sommes des êtres de lien. Et donc, ça concerne tout le monde. John Bowlby, qui était psychiatre britannique et qui est le père fondateur de la théorie de l'attachement, disait que l'attachement, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Donc en gros, l'attachement, et je vais vous l'expliquer ce soir, prend naissance dans l'enfance, mais ensuite va se façonner tout au long de l'enfance, tout au long de l'adolescence, et va bien évidemment avoir des conséquences dans notre vie d'adulte. Parce qu'on va voir que l'attachement, ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne nous et notre conjoint, nous et nos amis, nous et nos collègues de travail, bien sûr nous et nos enfants, nous et nos élèves. Donc en fait, toutes les relations humaines sont conditionnées par les liens d'attachement. Voilà. La différence avec l'amour, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'attachement, c'est comme une force qui s'active, qui se met sur on quand on est sous stress, quand on va pas bien. Quand je vais bien et que je suis en sécurité et que je me sens bien, mon besoin d'attachement ne s'active pas en fait.
tout va bien. Mais par contre, si j'apprends une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui va se passer en moi et qui fait que je ne vais pas être bien et je vais avoir peut-être besoin de passer un coup de fil, etc. On va parler de ces différences de réaction, parce qu'on va voir qu'il y a différentes manières de réagir face à du stress. Donc, c'est différent par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, on n'a pas besoin d'être stressé pour être amoureux. D'accord? Je peux aimer mon conjoint, par exemple, très fortement, mais je n'ai pas besoin d'être sous stress pour ressentir ce sentiment, hein, cette émotion. Euh, donc, dans le meilleur des cas, dans le magnifique monde des couples sécures, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, l'attachement et l'amour sont présents dans la relation. C'est-à-dire, quand tout va bien, je suis profondément amoureuse de mon conjoint, mais quand par contre je rencontre des soucis ou du stress dans ma vie, c'est vers lui que je vais aller me réconforter. C'est à lui que je vais téléphoner pour avoir du soutien. C'est un peu comme mon meilleur ami qui est là pour moi quand j'en ai besoin. Donc là, on voit que l'amour et l'attachement sont présents dans ce type de relation. Mais prenons l'exemple, par exemple, vous êtes au boulot, vous avez un très bon collègue, vous le connaissez depuis longtemps, vous vous entendez très bien avec lui, vous n'êtes pas amoureux de lui. Par contre, quand vous avez un souci au travail, euh, voilà, une contrariété avec votre chef, un dossier qui vous met du stress, etc., et ben vous allez peut-être aller le voir dans son bureau et vous allez lui dire, j'ai besoin de te parler de quelque chose, je vais pas bien, je suis stressée par rapport à ce document, est-ce que tu peux m'aider en fait? Donc là, dans cet exemple, je ne suis pas amoureuse, mais par contre, mon collègue représente une figure d'attachement, c'est-à-dire c'est quelqu'un vers qui je vais aller quand je suis en stress au travail. Voilà. Et il existe aussi d'autres situations où j'aime profondément quelqu'un, mais par contre, c'est difficile d'avoir un lien d'attachement sécurisant. Par exemple, il y a des parents qui aiment profondément leurs enfants. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, quand leur enfant ne va pas bien, quand il a une grosse émotion ou quand il vit une situation compliquée, eh bien, ce sont des parents qui, malgré tout l'amour qu'ils portent, vont avoir du mal à sécuriser le lien d'attachement. L'enfant, il va émettre des manifestations parce qu'il va pas bien, et les parents vont avoir du mal à savoir quoi faire. Et donc là, on peut dire que l'amour est présent, mais par contre, le lien d'attachement, il va être un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça que mieux comprendre comment ça se manifeste, le lien d'attachement, quelles sont nos manières de faire avec nos enfants, etc., va vous permettre de mieux comprendre déjà les relations interpersonnelles que vous avez et surtout savoir quoi faire pour aller mieux en fait dans les relations. Donc voilà la différence entre l'amour et l'attachement. Et quand on parle de détachement, des fois on me dit mais oui mais cet enfant il s'attache à personne. Il veut jamais d'aide, il se débrouille tout seul, il est ultra indépendant, etc. Bon, l'indépendance, c'est pas extrêmement positif hein, en psychologie, hein, parce que l'indépendance, c'est un petit peu je me débrouille toute seule et j'ai besoin de personne dans ma vie. Ça signe un comportement un peu plus, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un attachement qu'on appelle évitant. L'attachement évitant, c'est cette manière d'être dans la vie, et je vous rassure, ça concerne beaucoup de monde, où face à une difficulté, eh bien, je vais me mettre en retrait et je vais me déconnecter de mes émotions et je vais dire non, non, tout va bien. Donc c'est souvent ça qu'on appelle le détachement, alors qu'en fait, on ne peut pas ne pas s'attacher. Voilà, Sophie. J'espère que j'ai été assez claire sur ces trois défis, trois termes. Je suivrai les commentaires sur le chat et sinon Ok, je poursuivrai de questions d'approfondissement. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se construit justement cet attachement, ce lien d'attachement, Oui. euh, avant de rentrer dans effectivement ce que tu as déjà un petit peu évoqué, hein, c'est effectivement des styles d'attachement et puis une combinatoire, c'est-à-dire que c'est rarement tout l'un, tout l'autre, mais enfin, voilà, je Exactement. pense déjà nous expliquer comment il se construit, ce lien. Dans les grandes lignes. Donc, en gros, l'attachement prend naissance, enfin, se construit dans l'enfance. Dans l'enfance, un bébé qui vient au monde, il est très, très dépendant des adultes qui l'entourent pour sa survie, hein. Un bébé seul, ça n'existe pas. Donc, le bébé, il va avoir, comme je disais tout à l'heure, des comportements d'attachement, c'est-à-dire quand il va pas bien, il va babiller, enfin, il va pas babiller, pardon, il va surtout pleurer, crier, se tortiller pour envoyer des signaux aux adultes de son entourage pour qu'ils viennent prendre soin de lui. Donc, en gros, dans l'enfance, la manière dont les adultes qui entourent l'enfant se comportent quand il ne va pas bien, eh bien c'est ça qui va façonner le style d'attachement.
c'est ça qui va comme apprendre dès le plus jeune âge à l'enfant si ses besoins sont légitimes, si on lui accorde de l'importance, la manière dont on va y répondre, ça va, ça va, ça va imprégner l'enfant dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on dit souvent, nous les psychologues, que tout ce qui se passe dans l'enfance, les traumatismes qu'on peut vivre ou alors les belles relations qu'on peut vivre vont vraiment avoir comme une trace, en fait, très, très importante dans la construction de la personnalité. Souvent, malheureusement, on entend encore des personnes dire que dans l'enfance, comme l'enfant est petit, il va vite oublier. Et les événements qu'il a pu vivre, c'est pas grave parce qu'il est petit, il s'en souviendra pas. Au contraire, tout se grave dans le corps, dans le psychisme, même si on s'en souvient pas forcément dans l'âge adulte. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, OK, moi, quand j'étais enfant, comment est-ce que mes figures d'attachement, alors ce qu'on appelle les figures d'attachement, ce sont les personnes qui se sont occupées le plus souvent de l'enfant dans les premières années. Donc, dans notre société, c'est souvent la mère et le père, hein, sachant qu'il y a toujours une figure d'attachement principale, c'est-à-dire vraiment la personne qui a donné le plus de temps et le plus de soins à l'enfant. Donc, c'est souvent la mère, parce que c'est souvent elle qui prend son congé maternité, mais les choses évoluent et c'est très bien. Mais ça peut être aussi des grands-parents, ça peut être des nounous. Les nounous ont un rôle absolument colossal dans la construction du lien d'attachement. Donc en gros, l'enfant, voilà, dès qu'il arrive au monde, il va à des moments ressentir de l'inconfort, il va émettre des signaux, et la manière dont les adultes répondent à ces signaux, c'est ça qui va construire, comme je vous disais, le système d'attachement. Une fois que l'adulte en question a répondu aux signaux de l'enfant, quand tout se passe bien et que l'adulte y a répondu favorablement, en consolant l'enfant, en lui apportant à manger, en lui faisant un câlin, donc l'enfant va se calmer, ça va du coup éteindre le besoin d'attachement, parce qu'en fait, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'inconfort, donc le besoin d'attachement s'éteint, et là, d'une certaine manière, s'allume, je le schématise, hein, à l'intérieur de l'enfant, ce qu'on appelle le besoin d'exploration. Une fois qu'il va mieux, eh ben, il va pouvoir explorer le monde, il va pouvoir jouer avec son hochet, il va pouvoir babiller. En fait, comme il va mieux, il interagit avec le monde. Et au moindre stress, au moindre inconfort, il va arrêter de jouer, son besoin d'attachement va se faire ressentir, il va appeler, l'adulte va arriver, l'apaiser, etc. Et donc l'enfant, pendant sa construction, va faire comme ça des alternances entre je vais pas bien, j'ai besoin d'un adulte, je suis apaisé, du coup je peux retourner à ma vie d'enfant. Ah, je vais de nouveau pas bien, j'ai de nouveau besoin d'un adulte, etc., etc. Donc voilà comment se construit l'attachement dans l'enfance. Et on va voir qu'en fonction de la manière, comme je vous disais, dont les adultes ont eu de répondre aux besoins d'attachement de l'enfant, eh bien, les enfants vont avoir différentes manières de se comporter ensuite. C'est ce qu'on appelle les styles d'attachement. Justement, c'est peut-être intéressant, Johanna, que tu expliques en fait comment Bowlby, justement, est lui-même venu à découvrir et à formaliser ce concept à travers sa propre expérience personnelle, en fait. Exactement. Donc John Bowlby, c'était un psychiatre britannique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il vient d'une famille aristocrate, donc une famille londonienne très ouais, aristocrate. En fait, John Bowlby a été élevé par une nanny, hein, une nounou anglaise à l'époque, et il voyait sa mère uniquement la semaine, juste pour le tea time, vous savez, le moment où ils prennent le thé. Donc, il voyait sa mère pendant 1 heure uniquement. Et ensuite, le reste de la semaine, il était gardé par cette nounou. Le week-end, il voyait sa mère un petit peu plus souvent, son père étant un homme très occupé à l'étranger. Donc voilà, il avait 2 femmes qui se sont occupées de lui, majoritairement la nounou et la mère une fois de temps en temps. Et il raconte d'ailleurs que quand il avait 4 ans, sa nounou a quitté son poste et ça a été le drame de sa vie, en fait, vraiment comme si il perdait sa mère, en fait, parce que cette femme qui lui avait donné autant de soins, autant d'attention, beaucoup plus que sa propre mère, était sa figure d'attachement principale. Et un enfant jeune enfin, avec qui le lien d'attachement se rompt brutalement peut vraiment le vivre comme un traumatisme réel, en fait, hein, et ça crée vraiment des troubles ensuite chez l'enfant. Donc ensuite, il s'est intéressé de plus en plus, une fois qu'il a
il est devenu psychiatre, il s'est intéressé à ce qui se passait chez les orphelins pendant la Première Guerre mondiale, hein, on est à cette époque-là. Et donc, il s'est mis à faire des recherches sur comment les enfants, les orphelins de guerre, comment ils se construisaient, comment ils rebondissaient après avoir des fois perdu toute leur famille, tous leurs parents à la guerre. Donc, il s'est intéressé de plus en plus justement aux liens d'attachement et c'est là qu'il s'est mis à faire des recherches justement sur comment se construit ce lien particulier. Voilà. Et ensuite, après, il y a eu Marianne Swartz, qui est une psychologue du développement américaine, qui a repris les travaux de Bowlby et qui s'est encore plus intéressée à la question des fameux styles d'attachement. Voilà, donc en fait, les professionnels qui se sont intéressés à l'attachement sont vraiment partis de leurs propres expériences personnelles, leurs observations dans leur entourage, et même John Bowlby, juste pour terminer cette petite histoire, c'est intéressant, s'est même beaucoup intéressé à l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements animaux. Et en fait, quand on s'intéresse au comportement animal, on se rend compte qu'ils ont fait des études sur des singes, notamment, et on s'est rendu compte qu'un bébé singe, en fait, il s'agrippe au pelage de sa maman singe. Et euh, bon, c'était pas très agréable hein, ces expériences, mais en fait, les expérimentateurs affamaient le bébé singe pour voir comment il réagissait. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que dans le monde animal, le petit s'accroche à la douceur et à la présence de sa mère, et c'est uniquement quand le besoin, quand la faim devient insupportable, qu'il va se détacher pour aller se nourrir, et ensuite il retourne immédiatement se blottir contre le pelage. Et ça a été une découverte fondamentale qui montre que le besoin d'attachement, le besoin de nous relier aux autres est prioritaire sur, par exemple, l'alimentation. Donc un bébé, si je reviens au monde des humains, un bébé qui n'a pas d'attachement, qui n'a pas la possibilité de s'attacher à quelqu'un, même si on lui donne de la nourriture, eh bien peut se laisser mourir en fait. Voilà, je vais dans des cas extrêmes, hein, mais c'est ce qu'on a vu aussi dans l'hospitalisme avec René Spitz, dans les orphelinats en Roumanie, etc. Donc vraiment, c'est pour ça que l'attachement, c'est un concept fondamental en psychologie pour bien comprendre comment on s'est construit dès notre plus jeune âge, en fait, et comment ça conditionne toute notre vie. Merci, Johanna. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant, peut-être, enfin, voilà, nous présenter les différents types d'attachement, et notamment, parce qu'on a beaucoup de questions hein, sur Ouais. qu'est-ce que l'attachement sécure, comment on le met en place, quand est-ce qu'il s'arrête, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interrogations, je crois, sur cet attachement sécure. Mm. Donc, peut-être refaire un point sur les différents types d'attachement et puis ensuite, peut-être rassurer aussi les gens qui t'écoutent Oui, aujourd'hui sur voilà, le fait que c'est quand même, il y a un curseur, enfin, dans le livre, vous utilisez la symbolique de la table de mixage pour montrer qu'effectivement, il y a une partition entre les différents types d'attachements qui composent une personne, quoi. c'est Voilà. ça. En fait, d'un point de vue didactique, c'est entre guillemets plus facile déjà de comprendre les différents styles. Mais effectivement, la personnalité humaine, elle est comme une boule à facettes, hein. On n'est pas, moi, je veux pas faire rentrer les gens dans des cases, hein, au secours, ce serait terrible. On est, c'est en fait des dimensions, c'est des parts de nous en fait, hein. Donc, je vais les présenter de manière un peu, voilà, catégorielle, mais gardez en tête. Alors déjà, une chose importante à savoir, c'est que ce que je vais présenter, il n'y a rien de pathologique ou de normal ou de pas normal. D'accord? Je vais vous présenter les quatre styles d'attachement. En fait, Mary Ainsworth, qui est la psychologue américaine du développement dont je vous parlais, elle a mené des études, enfin une étude qui a été ensuite reproduite des milliers de fois par le monde et on trouve toujours le même type de résultats. En fait, elle a pris des enfants avec leurs parents à partir de 12-18 mois. Elle a mis les enfants, bon, je vous passe un peu les détails, vous retrouverez, si vous tapez dans votre moteur de recherche, la situation étrange, ça s'appelle comme ça, l'expérience de la situation étrange. Et donc en fait, elle a observé comment des enfants jeunes réagissaient quand ils étaient mis dans une situation un peu de stress où leurs parents partaient d'une pièce et où ils restaient avec un étranger, etc. Et donc Marie Ainsworth a observé que les enfants, face à un stress, n'avaient pas tous la même manière de réagir. Alors, la plupart des enfants réagissaient dans ce qu'on appelle de manière sécure. Donc, l'attachement sécure, c'est un enfant qui, quand son parent part, par exemple, ou quand l'enfant a du stress, eh bien, il va manifester un inconfort, mais c'est un enfant qui a eu la possibilité d'être réconforté la plupart du temps
Et donc, du coup, il a appris, grâce à ce réconfort de son parent, à s'apaiser, en fait, à réguler son stress, à réguler ses émotions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure. Donc, chez un enfant, typiquement, c'est un enfant qui, au fur et à mesure de sa maturation, eh bien, va, comment dire, traverser des émotions, mais va pouvoir se sentir apaisé le plus rapidement possible, en fait. Voilà. Donc, c'est un enfant qui va pouvoir demander du réconfort, mais une fois qu'il l'a eu, il va pouvoir aller jouer avec les petits copains ou aller en classe verte. Il va pas manifester d'inquiétude ou de stress particulier. Et si jamais ça arrive, voilà, il va aller voir son parent, il va le manifester, etc. Donc, en fait, les enfants qui ont ce qu'on appelle un attachement sécure, c'est des enfants qui savent exprimer quand ils vont pas bien. Ils savent aller, enfin, ils savent montrer en fait, voilà, ou parler, hein, s'ils sont en âge de parler, de ce qui va pas. Quand ils sont adolescents, ben, ils vont aller chercher du réconfort, ils vont aller parler à un prof, à un parent, etc. Donc voilà, le monde de l'attachement sécure, c'est ça. C'est en fait, ça va donner des adultes qui, face à une difficulté, eh bien, vont pouvoir, certes, peut-être la gérer seuls, mais aussi se dire, j'ai le droit d'aller demander de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est l'attachement sécure. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'attachement insécure, hein, et c'est là où je mets mon gros warning. Ça veut pas insécure ne veut pas dire pathologique, d'accord? L'attachement sécure, les chiffres dans la population générale montrent qu'il y a à peu près 50% de la population générale qui a un attachement sécure et 50% qui a un attachement insécure. Donc heureusement que c'est pas 50% de la pathologie, hein, bien sûr. L'attachement insécure, ça veut dire que quand je vais pas bien, quand je suis sous stress, c'est plus difficile pour moi d'aller demander de l'aide. C'est plus difficile pour moi de gérer mes émotions et mon stress. Je vais être un peu plus en difficulté par rapport à ça. Voilà. Donc, dans l'attachement insécure, il y a 3 sous-catégories. Il y a déjà ce qu'on appelle l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, anxieux ambivalent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, si je reviens au monde de l'enfance, je parlerai de l'adulte après. Un enfant qui a un attachement dit anxieux, l'anxiété signifie je suis anxieux de perdre la relation. Donc ce sont des enfants qui vont souvent avoir beaucoup d'émotions, ils vont faire beaucoup de demandes à leurs parents, ils vont avoir du mal à se séparer, ils vont avoir du mal à être réconfortés. Et c'est souvent fatigant pour les parents parce que c'est un enfant qui n'est pas consolable ou qu'on a du mal à calmer ou à comprendre. Parce que ce sont des enfants qui sont très 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 dans l'émotion, c'est-à-dire qu'ils ont du stress très très fort et donc l'adulte a dû, enfin voilà, c'est moins facile pour ces enfants-là à être réconfortés. Ce sont des enfants qui vont du coup avoir plus de difficultés à se séparer, comme je le disais, qui vont pouvoir des fois vivre un sentiment de rejet, d'abandon, des peurs aussi, de séparation. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien de pathologique, mais c'est juste du coup, entre guillemets, plus difficile pour ces enfants et du coup pour les adultes qui les entourent de les sécuriser. Hein, je donnerai des pistes tout à l'heure pour voir comment faire. Et ces enfants qui ont un attachement dit anxieux, ambivalent, eh bien, vont ensuite devenir des adultes qui, alors là, je pars du principe que l'attachement de l'enfant perdure à l'âge adulte, parce qu'on va voir aussi qu'on peut à tout moment sécuriser notre attachement. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Vous avez beau vous retrouver peut-être dans certains types d'attachements insécures que je vais décrire, sachez que à n'importe quel moment de la vie, on peut sécuriser notre attachement et aller de mieux en mieux. Donc, cet enfant qui a un attachement plutôt anxieux peut devenir un adulte anxieux. Donc, mais anxieux de la relation. C'est-à-dire, si je suis en couple, je vais pas aimer quand mon conjoint part. Je vais m'inquiéter. Je vais l'appeler souvent. Je vais lui demander pourquoi tu rentres tard. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es sûr? Je vais avoir besoin beaucoup, beaucoup d'être rassurée parce que je veux absolument vérifier que l'autre ne va pas me quitter. Donc voilà, ça peut, dans certaines situations de couple, des fois créer des incompréhensions, etc. hein. Je parlerai du couple tout à l'heure. Mais voilà, l'attachement dit anxieux, c'est ça, c'est anxiété de perdre la relation. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'attachement donc insécure, dit l'attachement évitant. Donc les gens qui ont un attachement évitant, je reviens à l'enfant, ce sont des enfants qui, toujours pareil, face à une difficulté ou à un stress, eh bien, ils vont pas demander d'aide.
Et ça, souvent, c'est un peu plus problématique parce que autant les enfants anxieux, on les entend et on les voit beaucoup parce qu'ils sont beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans des troubles du comportement ou dans voilà, des choses qui sont très visibles. Autant les enfants qui ont un attachement dit évitant, ce sont des enfants qui mettent à distance la relation. Ils veulent pas d'aide. Ils veulent qu'on leur fiche la paix. Ils n'ont pas de problème. Ils parlent peu, ou en tout cas, ils parlent de manière très succincte. Tout va bien, je sens que tu es tendu en ce moment, ça va, fiche-moi la paix. Hein, donc voilà, cette manière d'être, si c'est un comportement récurrent, ça peut quand même témoigner d'un attachement évitant. Et donc, cet enfant qui va se construire avec cette particularité évitante face à la difficulté, ben, s'il devient adulte, ben, c'est des adultes, alors certes, qui sont très, très indépendants, mais des fois beaucoup trop, en fait. Parce que quand ils vont rencontrer une difficulté, ils vont se sentir seuls, ils vont pas vouloir déranger, ils vont pas vouloir demander de l'aide, et on peut imaginer ce que ça peut produire, en fait. Voilà. Donc, j'ai parlé de l'attachement insécure, anxieux, évitant. Et la dernière catégorie, ça concerne une faible proportion de la population, donc j'en parlerai moins, mais j'en parle quand même. C'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. L'attachement désorganisé, donc chez l'enfant, je reviens chez l'enfant, ce sont des enfants qui, face à du stress, euh, et c'est pas n'importe quel stress. Les enfants qui ont un attachement désorganisé, ce sont des enfants qui ont vécu dans des climats très insécures, voire, enfin, voire la plupart du temps avec beaucoup de traumatisme, beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, beaucoup de conflits. Et quand je parle de conflits, je parle de conflits très très forts qui ont désorganisé l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant sous stress avait besoin de ses parents, par exemple, mais en fait, ce sont ses parents qui l'effrayaient parce que ses propres parents avaient du mal à réguler leur propre stress, ou dès que l'enfant manifestait une demande, le parent lui hurlait dessus ou partait de la maison, etc. Donc là, l'enfant, en fait, il reste un peu comme sans solution. Il n'est pas bien, et ceux qui sont censés l'apaiser l'effraient encore plus. Donc c'est vraiment la boucle traumatique que nous, les psychologues, on connaît beaucoup, que les enseignants aussi peut-être voient. Hein. Ce sont des enfants qui sont très volte-face. C'est-à-dire, un coup, ils ont besoin d'aide, et dès qu'on va aller les aider, ils nous rembarrent parce ils veulent plus, en fait. Voilà. Donc, c'est des enfants qui sont difficiles à saisir, à cerner, et qui souvent ont besoin d'aide de manière un peu plus particulière. Et quand ces enfants, s'ils n'ont pas eu de soins, grandissent et deviennent adultes, eh bien, ça va devenir des adultes comme on dit, un peu chaotiques hein, au niveau émotionnel, avec vraiment des grandes variations émotionnelles, une difficulté à se stabiliser dans leur vie, etc. Et ben, forcément, quand ces parents, enfin ces adultes deviennent parents, eh bien, s'ils n'ont pas traité leur problématique d'attachement désorganisé, le risque, c'est de la transmettre à leurs propres enfants. Voilà. Donc, voilà les 4 catégories. Hein. Donc, l'attachement sécure. Et donc, dans la famille de l'attachement insécure, les personnes dites anxieuses, les personnes dites évitantes et les personnes dites désorganisées. Merci Johanna. Et du coup, beaucoup de questions sur est-ce que l'attachement sécure s'arrête à un moment? Est-ce que c'est un acquis? Je pense que la vraie question, c'est est-ce que quand on a accompagné son enfant, comme tu disais, c'est vraiment très très tôt, hein, on parle d'enfants qui, dès la naissance, 12 mois, 18 mois, hein, c'est vraiment à ces moments-là que le terrain se met en place. Est-ce que c'est quelque chose qui est solide? Est-ce que quelque part on peut se dire bah, c'est de l'acquis? Ou Hmm. ça peut s'arrêter, ou ça peut être euh, abîmé par un trauma. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information et juste l'évolution dans le temps, parce que tu parlais d'une première figure d'attachement, ou en tous les cas, une figure d'attachement principale. Hmm. Donc là, également, peut-être nous expliquer comment cet enfant qui donc va être accompagné par ces figures d'attachement dans ces phases d'exploration. Première phase d'exploration, c'est à la maison en découvrant Mhm. des objets en jouant. Puis après, il va y avoir une phase très importante, c'est quand on va quitter la maison, on Eh arrive à oui. l'école. Alors là, oulala, c'est très très important pour l'enfant, évidemment. Là, véritablement, ce lien d'attachement va être éprouvé dans sa
dans le sens le plus strict, est-ce que je suis capable de me séparer de la figure d'attachement quand je vais passer la première fois à la porte de la maison pour rentrer dans un autre espace avec que des inconnus. Voilà. Donc peut-être aussi remettre un peu voilà, un peu plus loin, si tu veux, sur cette figure d'attachement principale et les figures d'attachement qui vont venir au fil des interactions et de la vie, quoi. Hmm. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'attachement, effectivement, se construit dans l'enfance, mais peut évoluer tout au long de la vie. C'est-à-dire que je peux avoir eu une enfance plutôt sécure, avec bah voilà, des figures d'attachement qui ont plutôt bien répondu à mes besoins. Alors, encore une fois, hein, là, je mets un petit warning pour rassurer, c'est qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas de parents parfaits. On n'a pas besoin d'être parfait tout le temps avec notre enfant, d'être tout le temps sécurisant. De toute façon, c'est pas possible. On a tous des moments de fatigue, on a tous des moments de limite, on a tous crié des fois sur nos enfants, etc. Ce qui va conditionner, j'ai envie de dire, le style d'attachement de l'enfant, c'est qu'est-ce que l'enfant a vécu le plus souvent. Donc voilà, si le plus souvent j'ai été plutôt adaptée, mais que de temps en temps j'ai un peu vrillé ou j'étais pas adaptée, l'enfant va sans doute se construire de manière sécure. Et la sécurité dans l'attachement va être euh, un cadeau, en fait, parce que ça va être un facteur de protection pour les difficultés de la vie ultérieure. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui s'est construit de manière sécure dans son enfance, c'est-à-dire qu'il a appris que il avait le droit d'avoir des soucis, il avait le droit qu'on l'aide, il a le droit de demander, en fait, il mérite de l'attention. C'est un enfant qui apprend à faire confiance à l'autre, à faire confiance à la vie. Et donc, c'était un enfant qui, quand il va rencontrer des difficultés à l'école, à l'adolescence, dans son boulot ultérieur, etc., eh bien, c'est un enfant, ado, adulte, qui va avoir plus de facilité à traverser les adversités de la vie. Donc, en gros, l'attachement sécure, c'est un facteur de protection pour les traumatismes ultérieurs. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que s'il rencontre un grave traumatisme dans sa vie, ça va peut-être venir affecter en fait sa sécurité initiale. Mais c'est toujours pareil, c'est comment dans ces moments-là, il va aller trouver du réconfort, de la sécurité et de l'aide. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que on peut se reconnaître dans une enfance qui n'a pas forcément été simple, où on s'est construit peut-être avec un attachement plutôt évitant ou plutôt anxieux, voire désorganisé, et avoir eu la chance, dans la suite de notre vie, de rencontrer un enseignant absolument fantastique qui était là quand j'en avais besoin, ou des amis, je reparlerai de l'amitié tout à l'heure, ou d'avoir travaillé sur soi aussi pour sécuriser notre manière d'être, etc. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est gravé dans le marbre. À tout moment, quel que soit, j'ai envie de dire, notre terreau de départ, on peut se sécuriser et apprendre à être de mieux en mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Mais bien évidemment que quand on parle des enfants et de leur manière d'être attachés, eh bien, on ne peut pas ne pas parler des parents et des adultes qui les entourent. Pourquoi? Parce que un enfant qui a un attachement sécure, bien, c'est la plupart du temps qu'il côtoie des adultes qui eux-mêmes ont un attachement sécure. Voilà, l'enfant il va pas bien, bah, le parent ça va pas le mettre dans tous ses états, il sait comment apaiser son enfant ou être à l'écoute de ses besoins, etc. Donc le parent sécure a souvent la possibilité de transmettre sa sécurité à son enfant. Hein, donc il y a vraiment une interaction entre le parent et l'enfant évidemment, ou entre l'enseignant et l'enfant, ou le grand-parent, etc. Les enfants qui se construisent avec un attachement plutôt anxieux, hein, ces fameux enfants glu, hein, ces enfants collants, hein, parce qu'ils ont tellement peur qu'on les oublie, qu'on les aime plus, etc., qui ont tellement besoin d'affection, et bien souvent, ce sont des enfants qui grandissent auprès de parents qui eux-mêmes ont un attachement anxieux. Des parents qui ont du mal à se séparer de leur enfant, ou des parents qui, à des moments, sont eux-mêmes dans une anxiété, hein, dans une émotion forte, et ils ont eux-mêmes du mal à la gérer. Donc, comment peuvent-ils gérer celle de leur enfant? Voilà. Encore une fois, hein, on peut terriblement aimer son enfant, bien sûr, mais avoir du mal parce que, par exemple, en tant que parent, je suis moi-même anxieuse. Quand mon enfant a fait une crise d'angoisse, je ne sais pas quoi faire, je suis démunie. Voilà, donc souvent les enfants dits anxieux ont des parents aussi anxieux. Les enfants qui se construisent avec un attachement plutôt dit évitant,
hein, c'est laisse-moi tranquille, j'ai pas de problème, voilà. Donc ils sont un peu plus invisibles, on les entend moins, sont souvent des enfants qui ont grandi avec des parents qui n'étaient pas disponibles. Pas disponibles parce que ils travaillaient beaucoup, par exemple, hein, des parents qui travaillent beaucoup. Du coup, les enfants, ils doivent s'occuper seuls. Des parents qui ont des difficultés eux-mêmes à gérer. Donc, ils sont ou des parents qui peuvent être aussi rejetants, comme minimiser les besoins de l'enfant. Ça va, t'en trouveras d'autres des amis, c'est pas grave, oh, arrête d'être en colère. Ouais. Tu vois, qui minimisent les émotions de l'enfant. Ça, c'est quand même le terreau pour que l'enfant se construise avec un attachement plutôt évitant. Parce que l'enfant, il va se dire, bah, de toute façon, si mon parent il me dit ça, c'est qu'il a raison, donc je vais arrêter de me plaindre, en fait. Voilà, dans le livre, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, on suit le parcours de quatre enfants, en fait, entre l'enfance et comment ils vont devenir adultes. Et chacun des personnages illustre un style d'attachement. Et on comprend bien comment les combinaisons entre le parent et l'enfant va vraiment avoir un impact important. Donc, et j'en termine là sur cette partie, c'est que euh, en tant qu'adulte, la priorité, c'est de se dire, OK, moi, en tant qu'adulte, comment je suis aujourd'hui? Quand j'ai une difficulté, quand je suis sous stress, comment j'ai tendance à réagir? Quel est mon propre style d'attachement? Déjà à moi. Et dans le bouquin, on a mis aussi des petites pages, c'est à vous, avec des petits questionnaires pour aider les gens et les lecteurs à trouver quel est leur propre style d'attachement, ou en tout cas leur tendance. Parce que en comprenant comment on fonctionne en tant qu'adulte, eh bien, on comprend mieux notre manière d'être avec, par exemple, notre enfant. Donc, c'est vraiment à l'adulte j'ai envie de dire, d'explorer soi-même pour ensuite proposer à l'enfant la, la meilleure manière d'être face à ses besoins. Évidemment, la question qui revient beaucoup aussi hein, dans celles qu'on a reçues et même là sur le chat, c'est dans la relation de couple, évidemment, parce que comme tu le dis, on reste quand même euh, dans ce type d'attachement. Et donc, dans le livre, vous l'expliquez, mais peut-être si tu peux nous donner quelques exemples, justement, d'un couple entre attachant anxieux, enfin, sécure, pardon, anxieux, Eh oui, sécure évitant, anxieux évitant, pour montrer qu'effectivement, dans la relation de couple, ça peut avoir un impact, et donc notamment également dans la relation de parentalité, évidemment. c'est ça. C'est là où ça devient de plus en plus complexe. Parce que on a bien compris que, OK, l'attachement, ça se construit dans l'enfance. Mais ça va conditionner comment on est aujourd'hui adulte. Et donc, quand on se retrouve en couple, eh bien, chacun des partenaires a son propre style d'attachement. Encore une fois, je reviens vraiment sur la question que c'est pas, on n'est pas dans des cases, hein, c'est pas des catégories. Souvent, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui peuvent se dire, mais c'est bizarre parce que je me sens plutôt sécure dans la description, mais quand même à des moments, ouais, hein, j'ai envie qu'on me fiche la paix, un peu évitant face à certains problèmes. Donc, on peut aussi se reconnaître dans une tendance plutôt générale, avec à des moments d'autres manières d'agir. Voilà. Donc, je prends l'exemple du couple. Alors, dans le monde, comme je dis souvent, magnifique des couples sécures, ben, j'ai envie de dire, c'est ce à quoi on aspire tous, enfin, je pense. Parce que c'est la manière d'être qui est la plus facile, la plus simple. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de problème, mais quand ils en ont, ils les règlent assez vite. Les couples sécures, bah quand ça va, bah ça va. Mais quand l'un ou l'autre ou le couple est confronté à du stress ou à une difficulté, eh bien, ils vont en parler. Ils vont s'asseoir, ils vont dire, OK, il faut qu'on parle parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu en penses, et toi, qu'est-ce que tu vis, etc. Donc, c'est des gens qui ont appris à ne pas rester seuls face à la difficulté, à trouver de l'aide hein, ou à chercher en tout cas ensemble. Voilà, donc les couples sécures, c'est les couples qui vont le mieux possible. Prenons l'exemple maintenant d'un couple anxieux. Alors, il y en a beaucoup, hein, des couples anxieux. Alors, ce sont souvent les couples qui, au début, c'est la fusion, c'est la lune de miel, c'est magnifique. Il est ma moitié, je suis sa moitié, on est absolument l'un pour l'autre, tout ce qu'on recherchait, etc. Donc, vu de l'extérieur, c'est beau. Et je dis pas que c'est pas beau à l'intérieur, évidemment, hein, et c'est magnifique de vivre ça. Mais quand on parle d'attachement anxieux, c'est anxieux de la séparation, de l'éloignement.
Donc, quand par exemple, au bout d'un moment, parce que cette période de fusion, elle dure un temps, mais elle dure pas tout le temps généralement, il y en a un qui veut un petit peu peut-être recommencer à sortir un peu avec des amis ou reprendre une activité sportive ou sortir un petit peu, s'éloigner un petit peu, eh bien, la personne anxieuse là d'abandon, enfin qui est anxieuse au niveau de l'attachement, va mal le vivre et donc du coup va pouvoir faire un peu une crise de jalousie. Et puis, donc dans ces moments-là, les couples anxieux au niveau de l'attachement, ça peut être très explosif aussi, avec des reproches, des demandes très fortes, etc. Donc en fait, d'ailleurs, c'est comme ça souvent nous qu'on identifie avec les gens qu'on accompagne un petit peu l'attachement dans le couple, c'est quand vous n'êtes pas ensemble, comment vous vous allez en fait? Comment vous le vivez en fait? Et les gens qui ont un attachement anxieux, eh ben, ils vont dire, mais je dors pas de la nuit, j'attends qu'une chose, c'est qu'il ou elle revienne, je supporte pas qu'il soit pas là, etc. Donc voilà, ça peut créer des difficultés quand il y en a un qui veut un petit peu aller, enfin voilà, prendre un petit peu de distance. Dans le cas du couple maintenant, anxieux évitant, euh, ben là, c'est un peu deux mondes qui se rencontrent. Alors, ça peut être une grande chance parce que mon partenaire évitant, il prend beaucoup de recul sur les émotions et moi qui suis anxieuse, par exemple, j'aurais besoin d'apprendre à le faire. Et moi qui arrive à vraiment manifester mes émotions, ben, mon partenaire évitant, il devrait aussi apprendre à le faire. Donc ça peut être très aidant, mais dans le cadre de difficultés, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'imaginons que ce couple anxieux-évitant, je sais pas, est un conflit ou une difficulté à gérer, un stress. Eh bien, qu'est-ce que la personne anxieuse va vouloir faire? Elle va vouloir, un, deux, trois, elle va vouloir en parler tout de suite. Ah, il faut qu'on parle de ça tout de suite. Je veux pas me coucher avant qu'on ait réglé ce problème, etc. Et de quoi a besoin face à un stress la personne évitante? Elle a besoin qu'on lui fiche la paix. Donc la personne évitante va dire, écoute, on en parlera demain, là, j'ai pas envie en fait. Mais quand il fait ça, il s'éloigne. Du coup, ça augmente le stress de la personne anxieuse qui dit, mais comment ça, tu veux pas en parler, etc. Et là, il peut avoir des difficultés de compréhension parce qu'on se dit, mais pourquoi il veut pas en parler? Est-ce qu'il m'aime plus, etc. Et l'autre se dit, mais elle ou il m'étouffe, j'en peux plus. Donc, les couples, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui sont anxieux évitants. Euh, bah, si on ne comprend pas l'attachement, on peut se fourvoyer dans des interprétations ou des conflits qui n'en finissent pas. Voilà. Euh, Ensuite, on a le couple évitant-évitant. Donc là, on l'a illustré dans le livre. C'est un peu comme une métaphore, mais les rails de la SNCF qui se croisent jamais. C'est-à-dire, en fait, alors, les couples évitant-évitant, quand ils sont en difficulté, ils gèrent tout seuls. Donc, en gros, c'est souvent des très bons partenaires de vie, ça peut être des très, très bons parents, mais quand ils sont en difficulté, ils vont pas se parler. En fait, les personnes évitantes ont du mal à ouvrir leur cœur, à parler des émotions, à parler de leurs difficultés. Donc, c'est souvent des personnes qui vont se retrouver seules et qui vont ignorer ce que vit l'autre, mais ils vont pas partager plus que l'autre, en fait. Donc voilà, ça fait des très bons partenaires de vie, mais pour partager tout ce qui est plus de l'ordre de l'intime, ça va être difficile. Et enfin, voilà, c'est plus rare encore une fois, mais les gens qui sont désorganisés, eh bien, c'est très chaotique dans la relation. Vivre auprès d'un conjoint qui a un attachement désorganisé, ou si les deux ont un attachement désorganisé, moi qui ai travaillé en protection de l'enfance avec des parents maltraitants, c'était des attachements très désorganisés avec des parents qui étaient en très grande difficulté pour se sécuriser et puis du coup pour sécuriser les enfants. Donc là, souvent, on a des tableaux de violence, de maltraitance, de choses très très dures. Voilà. Donc on voit bien que dans la relation de couple, ça va avoir d'énormes impacts. Et comme notre enfant se façonne par rapport à notre manière d'être, eh bien ensuite, l'enfant, il va s'imprégner de tout ça. Merci, Johanna. Alors, il y a deux points, il me semble important d'évoquer qui rejoignent un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vais te les poser toutes les deux en même temps parce que je pense que c'est bien que tu les traites l'une après l'autre. Ok. La première question sur laquelle on voudrait t'entendre, c'est la question, évidemment, sans doute, de l'adoption. D'accord? Ok. Euh, la question de l'attachement pour un enfant qui est adopté. Et puis l'autre question qui nous a été posée sur le chat, c'est oui, mais quand on est parent avec un style d'attachement donné, bon, quel qu'il soit, hein, la combinatoire
l'une, celle que tu as évoquée, mais on a 4 enfants, on voit bien que les 4 enfants évoluent pas de la même manière, alors que nous, les parents, on a le sentiment de les éduquer de la même manière, ou en tous les cas de leur fournir l'attachement de la même manière. Je pense que c'est effectivement une question très intéressante, c'est-à-dire comment on arrive à isoler cette question de l'attachement de manière, enfin, quelque part, à part entière. On l'isole dans ce qu'on donne à notre enfant comme lien et comme attachement. Et par rapport, enfin, à côté de ça, on a des enfants qui sont des individus à part entière. Hmm. Voilà. Exactement. Alors, je rebondis déjà, je vais répondre déjà à cette deuxième question, et ensuite j'arrive sur la question de l'adoption. C'est sûr que dans une famille, on peut avoir l'impression d'éduquer nos enfants de la même manière, et pour autant, on va peut-être avoir un enfant qui va plus développer un attachement anxieux, contrairement à son petit frère ou sa grande sœur qui va plus avoir un attachement évitant, etc. Bon, la plupart du temps, quand même, on va retrouver des caractéristiques similaires dans les fratries. Mais bien sûr que l'enfant, bah, c'est un être complexe, hein, c'est la fameuse boule à facettes dont je parlais. Donc, il a un tempérament déjà qui lui est propre, qui lui est unique. Il n'arrive pas dans notre vie au même moment, hein. J'ai beau avoir un même style éducatif, je vais pas forcément me comporter de la même manière avec mon aîné qu'avec mon quatrième enfant, parce que moi-même, bah, j'ai évolué, j'ai appris, ou peut-être que j'ai traversé des difficultés, au contraire. Donc, le moment où l'enfant arrive dans ma vie de parent euh, peut colorer en fait ma manière d'être avec lui. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose importante, c'est que, comme je l'ai dit, le style d'attachement se façonne avec les premières figures d'attachement que l'enfant va rencontrer, mais aussi avec les autres. Donc, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, l'enfant, après, bah, il va aller à la crèche, il va aller à l'école, il va avoir d'autres figures de référence. Et en fonction de ce que l'enfant a vécu, eh bien, ça va aussi colorer sa manière d'être au monde et sa manière de gérer. Et si dans une fratrie, j'ai un enfant qui a plutôt eu des bons enseignants et ça se passait bien à la maison à l'époque, etc., voilà, il s'est plutôt construit avec un attachement sécure. Mais par contre, mon troisième, bah, quand il est arrivé, ouais, j'avais des problèmes déjà de couple, j'étais peut-être moins disponible et puis j'étais prise par mon travail. Et en plus, il a rencontré peut-être des mauvaises personnes dans son parcours. Donc, ça va venir impacter. Donc voilà, c'est vrai que là, je le catégorise un peu en disant que enfin, tout ne vient pas de l'enfance. Il y a aussi bien évidemment le contexte dans lequel va vivre l'enfant qui va colorer sa manière d'être. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça permet de faire la transition avec l'adoption, parce que c'est vrai que quand on parle d'adoption, on parle forcément d'un vécu compliqué. Parce qu'une adoption, ça n'arrive pas quand tout va bien. Une adoption, ça arrive quand il y a des traumas, quoi, quand il y a des difficultés, quand il y a des abandons, etc. Donc là, on va parler vraiment de trauma d'attachement, hein. C'est-à-dire que l'enfant, même si l'adoption est arrivée quand il était très jeune, va avoir un impact en fait sur sa manière de se construire, forcément. Alors dans l'immense majorité des cas, les études montrent que les enfants adoptés vont plutôt avoir un style d'attachement insécure. Attention, insécure ne veut pas dire pathologique. Ça peut être un enfant qui va, par exemple, être plutôt anxieux ou un enfant qui va plutôt être évitant. D'accord? Donc, il n'est pas forcément désorganisé. Par rapport à la population générale, les études montrent quand même que les enfants adoptés ont quand même un attachement plus insécure que dans la population générale et plus aussi d'attachement désorganisé parce que leur vie a été chaotique dès le départ. Par contre, ce qui va aider les enfants à construire un attachement le moins insécure, je veux dire comme ça, c'est s'ils ont eu la chance d'être adoptés très tôt. Donc, par exemple, un bébé ou un très jeune enfant qui trouve une famille d'adoption sécure, évidemment, hein, bien traitante, a plus de chances de développer un attachement moins sécure ou plus sécure qu'un enfant qui va être adopté tardivement. Parce que l'enfant qui est adopté tardivement, eh ben, il s'est déjà d'une certaine manière façonné avec cette absence, avec cet abandon, avec ces traumas en fait. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc quand l'adoption est tardive, l'attachement insécure est quand même enfin, plus important. Et il y a un autre point qui est quand même aussi intéressant, c'est
quand c'est des adoptions internationales, en fait. C'est-à-dire que quand un enfant est adopté et doit quitter sa culture, son pays, bah, évidemment, c'est les personnes qui l'entouraient, ça va être plus insécurisant pour lui que s'il est adopté par une famille de son pays et de sa culture, en fait, parce qu'il va avoir moins de chocs, en fait, à affronter. Voilà, donc ça, c'est des études sur l'attachement et l'adoption. Euh, mais dans tous les cas, ces vécus-là traumatiques laissent des traces, en fait, parce que déjà, le vécu de la maman, qui a forcément été difficile, va laisser une trace. Mais ce que je veux quand même dire, c'est que c'est pas déterministe, hein. C'est que tous les enfants adoptés ne sont pas tous cabossés. Et même s'ils le sont, cabossés, ils peuvent, avec des parents adoptifs aimants, un entourage, voire du soin, ils peuvent vraiment sécuriser à tout moment leur attachement. Alors peut-être, je ne fais pas de lien évidemment entre l'adoption et la garde alternée, hein. Je le précise quand même, mais Ouais. là encore se posent des questions d'enfants qui ont développé un attachement sécure dans une partie de leur enfance, et ensuite le couple se sépare et potentiellement on a une garde alternée. Quel va être l'impact justement sur ces enfants-là, en fonction de l'âge bien sûr, d'une garde alternée sur leur type d'attachement? C'est pas la garde alternée qui va être problématique, c'est la manière dont elle se passe. Si une garde alternée se passe bien entre les parents, si les parents sont eux-mêmes le plus sécures, bah parce que par exemple, ils sont OK l'un et l'autre avec cette séparation, ils sont même plus heureux en fait en étant séparés. L'enfant va, encore une fois, euh, va se construire grâce à la sécurité ou l'insécurité de son parent. Donc, encore une fois, c'est pas la garde alternée ou la séparation le problème, c'est la manière dont ça se passe. C'est pour ça que on a une immense responsabilité en tant que parent pour apprendre à traverser et à gérer au mieux ben, les adversités qu'on vit pour que ça ait le moins d'impact possible chez nos enfants, en fait. Alors, c'est facile à dire, hein, je le sais bien, c'est pas toujours le cas. Mais c'est sûr qu'un enfant qui se retrouverait en garde alternée avec des parents qui se parlent plus, qui se déchirent, voire qui, pire, utilisent l'enfant pour régler leurs propres problèmes d'adultes. Là, ça, c'est terrible. Et bien sûr que ça va avoir des impacts sur l'attachement de l'enfant, c'est-à-dire comment il va gérer quand il va être en difficulté, lui. Parce que on s'est rarement occupé de son bien-être à lui, c'est lui qui était trimballé, ou en tout cas l'enjeu des conflits parentaux. Donc en fait, l'enfant, il peut apprendre dans ce type de situation difficile, hein, voire très difficile, à se mettre en retrait, en fait, à arrêter de s'aimer pour préserver pour survivre dans un couple qui se déchire, en fait. Un enfant, il est toujours, il y a vraiment une question de loyauté familiale. Un enfant, il est toujours loyal avec ses parents, quoi qu'il lui en coûte. Et donc, c'est vrai que dans des familles qui sont en difficulté, hein, et qui se déchirent, l'enfant, comme je le disais, il va, de manière intuitive, hein, c'est inconscient, mais préférer arrêter de s'aimer, hein, c'est-à-dire, de toute façon, je suis nul, je suis pas intéressant, etc., pour essayer à tout prix de maintenir ce qui est possible, en fait. Voilà, donc c'est vraiment toujours pareil, c'est comment, face à cette difficulté, par exemple une séparation ou une garde alternée, etc., comment je vais moi en tant que parent et comment j'accompagne mon enfant dans cette situation. Comment on en parle, comment j'accueille son vécu, comment je suis à l'écoute de ses besoins et comment je peux, avec éventuellement l'autre parent ou l'autre famille, euh, toujours pareil, mettre au premier plan les besoins, enfin l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors justement, quand tu évoques ça, on sait bien que la vie est ainsi faite, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr. Donc il arrive des périodes de vie, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, d'avoir été les victimes ou les acteurs de ce type de situation, c'est-à-dire d'avoir été placé au milieu d'un conflit parental où les parents n'ont pas su gérer, en tous les cas en protégeant l'enfant. Donc l'enfant a traversé ça, ou bien en tant que parent, on se rend compte que bah voilà, on vient de passer X années à se déchirer, qu'il y a eu des dégâts sur les enfants. Bon, Ok. euh, que fait-on? Que fait-on? Comment on s'y prend pour restaurer, pour dire à l'enfant, je suis conscient de ce qui s'est passé,
enfin voilà, quelle piste donner aux parents qui nous écoutent, même aux professeurs qui nous écoutent, aux grands-parents, qui parfois, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on est resté beaucoup sur les parents, mais comme tu l'as dit, hein, chaque personne que va rencontrer l'enfant dans sa vie d'enfant euh, peut prendre une place de figure d'attachement en fonction de la relation qu'il va créer avec l'enfant. Donc à ce moment-là, comment en tant soit parent, évidemment, hein, on se rend compte, etc., ou en tant qu'autre adulte qui constate, et les grands-parents ont un rôle important, les enseignants Oui. aussi, enfin, les personnes qui sont autour de l'enfant, on peut se dire, là il a besoin que je prenne le relais à ce moment-là et que je lui permette de restaurer ce potentiel d'attachement sécure qu'il avait et qu'il est en train d'abîmer ou de Hmm. détériorer. Bah, tu l'as un peu dit dans ta question, Sophie. Déjà, c'est absolument fondamental que le parent concerné, par exemple par voilà, une difficulté rencontrée, séparation ou autre, déjà en prenne conscience pour lui-même, en fait. Et puis, donc, puisse prendre sa responsabilité. Alors, l'idée, c'est pas de se flageller et de se dire je suis un mauvais parent, etc. Non, c'est de se dire ok, face à cette difficulté, j'ai fait comme j'ai pu. C'était dur. Il y avait une question qu'une personne nous a envoyée qui disait que quand elle avait un premier enfant, d'après ce dont je me souviens, et elle l'a un peu délaissé, ou en tout cas mis un peu de côté quand elle a eu des jumeaux, en fait. Hein, ça, c'est vraiment les familles nombreuses, des fois, où quand il y a des jumeaux, voire des triplés qui arrivent, ben, l'aîné, en fait, c'est pas qu'on l'aime pas, au contraire, mais c'est qu'on n'arrive pas à se... Le parent, il fait comme il peut. Donc, encore une fois, rien n'est fichu. À tout moment, on peut déjà se remettre en question, c'est-à-dire dire, OK, ben là, tu sais, quand tu étais petit, en fait, quand tes frères sont arrivés, je crois que j'ai pas été suffisamment là pour toi. Et j'ai fait vraiment comme j'ai pu, mais tu t'es peut-être senti à des moments tout seul, ou tu t'es peut-être senti délaissé, ou tu as peut-être des fois senti, ou tu t'es peut-être imaginé qu'on t'aimait moins. C'est-à-dire de pouvoir faire sa propre introspection, euh, guérir nos traumas si on en a, hein, pour que quand j'en parle à mon enfant, je sois la plus stable possible émotionnellement. Parce que c'est sûr que si dans ces moments-là, je m'effondre, je vais pas pouvoir sécuriser mon enfant si moi-même, je n'ai pas digéré finalement ces traumatismes du passé. Donc la priorité, c'est que les parents prennent soin d'eux, en fait, guérissent ce qu'ils ont à guérir, traitent leurs traumatismes s'ils en ont, euh, pour qu'ils soient plus stables, et ensuite pouvoir en parler, évidemment, à l'enfant, revenir sur, avec éventuellement de l'aide d'un professionnel, hein, mais revenir sur les périodes difficiles qu'il y a eu, pour faire le récit d'une période compliquée du point de vue de l'enfant, en fait. Tu t'es peut-être senti comme ça. Peut-être que tu t'es dit ça. Je sais pas, j'étais pas à ta place, mais je me dis que peut-être que il s'est passé ça à l'intérieur de toi. Parce qu'en faisant ça, l'enfant, il va se sentir validé, il va se sentir reconnu dans son vécu, chose qu'il pouvait pas exprimer peut-être à l'époque. Donc voilà, mais la priorité, c'est vraiment comment le parent déjà, il prend soin de lui en fait. On peut pas sécuriser un enfant si nous-mêmes on n'est pas suffisamment stable en fait. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, je pense que c'est clair. Euh, Il y a une autre question qu'on souhaitait aborder. Je vois que le temps file Ouais, ça va vite. c'est vrai qu'on a encore plein de sujets. C'est vraiment un thème passionnant et très, très riche. On avait évoqué évidemment la question des enfants au profil neurotypique, hein, que ce soit des enfants autistes ou des enfants qui ont des troubles de l'attention ou des enfants qui sont 10 ou des enfants en situation de handicap, euh, qui ont des besoins différents en matière Oui, d'attachement bien également. sûr. Je pense que ça serait bien d'en parler aussi. Qu'on parle de handicap physique ou handicap psychique, ou parfois même les deux, forcément ça va avoir un impact sur l'attachement. Forcément ça va avoir un impact sur le lien en fait entre l'enfant et son parent, par exemple. Si on parle de l'attachement, pardon, du handicap physique, c'est un traumatisme en fait. Euh, un enfant qui a un handicap physique, forcément, ça va avoir un impact sur lui, mais aussi sur la famille. C'est des traumatismes familiaux. Donc forcément, ça va aussi impacter le psychisme de la famille et la manière d'être en relation ensemble. L'enfant avec un handicap physique, ça va être plus particulier pour lui d'être en relation avec les autres.
Il ne va pas avoir les mêmes compétences, capacités. Et si je parle des handicaps psychiques, je pense par exemple à l'autisme, mais pas que, ça peut créer des obstacles à la relation aussi, du fait de la particularité de l'enfant. Donc ça va être plus compliqué de créer des relations sécures. Par contre, on sait qu'il existe des enfants, par exemple autistes, qui ont une relation sécure à leurs parents. Parce que quand ils ont des émotions ou du stress, ils vont aller chercher leurs parents, par exemple. Alors certes, ils vont le manifester avec leur modalité à eux, hein, donc, leur manière d'aller chercher de l'attention, ça va être teinté par leur handicap. Mais on peut avoir un handicap et être en capacité, ou en tout cas avoir la possibilité de construire cette manière d'aller demander de l'aide, en fait. Encore une fois, comme on se le disait tout à l'heure, rien n'est déterminé, en fait. Il n'y a rien qui est irréversible. Par contre, dans certaines formes de handicap, euh, il y a des choses qui sont, comment dire, qui sont en lien avec le handicap de départ et donc du coup qui pourront évoluer de manière plus nuancée en fait. Voilà. Donc, bien sûr que avoir un enfant avec un trouble neurodéveloppemental, un trouble autistique, etc., ça impacte la relation, mais c'est pas pour autant qu'elle peut pas être sécure. Est-ce que tu peux faire le lien, du coup, Yona, avec la période adolescente? Parce qu'on a aussi pas mal de questions aussi, qui est une période où effectivement, hein, la relation de l'enfant à Mm. sa famille Eh peut oui. parfois changer de ton ou de mode. Voilà, pourrait passer du sécure à évitant, pour pas dire pire peut-être. Et en réalité, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est évidemment un bouleversement identitaire profond. Et peut-être du coup parler de la relation à nos adolescents et Mm. en même temps peut-être de l'importance de l'amitié dans nos Mm. figures d'attachement. Alors ça, c'est vraiment, vraiment un point important, hein, la question de l'amitié. Alors, c'est vrai que quand l'enfant arrive à la période adolescente, sa manière d'être avec ses figures d'attachement principales, donc en l'occurrence ses parents, ça va évoluer. Et c'est plutôt une bonne chose que ça évolue. Hein, on souhaite que nos adolescents, à un moment donné, quittent le nid progressivement pour investir d'autres relations. Et on leur souhaite que ces relations soient les plus sécures possibles, avec des bonnes rencontres, etc. Donc, si un enfant, par exemple, avait plutôt une relation sécure avec ses parents dans l'enfance, il allait leur parler régulièrement, il allait chercher de l'aide quand il en avait besoin. Quand il arrive à l'adolescence, il parle moins à ses parents, mais il se tourne plus vers ses amis. Donc, attention, il ne faut pas dire à mon adolescent est en train de devenir évitant. Pas du tout. C'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que ces figures d'attachement vont évoluer avec le temps. Donc, nos amis, en fait, souvent, les questions que je pose, c'est par exemple, je vous les pose là, faites le petit exercice pour chacun pour vous, c'est imaginez, vous avez un coup de fil là et qui vous annonce une très mauvaise nouvelle. Tu vois, Sophie, il y a ton téléphone qui sonne, il y a une très mauvaise nouvelle. Je ne te demande pas de répondre à haute voix, hein, mais tu as besoin d'en parler à quelqu'un là. Il faut que tu te confies. Qui est-ce que tu appelles en premier? Voilà, donc là, tu as peut-être un nom ou une personne qui vient en tête. Imagine-toi, cette personne ne répond pas. Qui est-ce que tu appelles en deuxième? Ouais, peut-être un autre nom. Et qui est-ce que tu appelles en troisième? Eh bien, les personnes là qui vous viennent en tête quand vous pensez à affronter une situation de stress, vers qui vous allez, vers qui vous vous tournez, ce sont vos figures d'attachement en tant qu'adulte. C'est plus vos parents, mais c'est peut-être votre conjoint ou une amie ou un collègue de boulot. Donc ça, c'est des figures d'attachement adultes. Et en fait, euh, le système qu'on appelle d'affiliation, c'est-à-dire le système avec nos amis, eh bien, nos amis peuvent, donc l'adolescence en fait partie, hein, c'est vraiment le moment où l'enfant va être de plus en plus dans des relations amicales. Les amitiés peuvent devenir des figures d'attachement également, en fait. Voilà. Et ensuite, bah, c'est le conjoint qui est, entre guillemets, censé être notre figure d'attachement. C'est ce qu'on se souhaite à tous. Donc l'amitié joue un énorme rôle pour réparer notre attachement. Quand je dis réparer, ça veut dire que si, mettons, j'ai grandi dans un contexte où j'étais plutôt seule, j'étais l'aînée de la fratrie, je devais m'occuper un petit peu des frères et sœurs, mes parents n'étaient pas trop dispo, je me suis construite, mettons, plutôt dans un attachement évitant. Je gère seule, je parle pas de mes problèmes, je me confie peu, etc.
si j'ai la chance, dans mes relations d'amitié, de rencontrer quelqu'un qui va pas me juger déjà, pour la manière dont je gère les choses, mais qui des fois va m'appeler un peu plus en disant, hé, allez, on se voit là, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Allez, tu m'en parles. Eh bien, cette personne, donc mon ami en l'occurrence, va essayer un petit peu de fendiller ma carapace d'évitante, en fait. Et donc, ça peut être une relation extrêmement, euh, euh, j'allais dire guérissante ou réparatrice, qui va me montrer qu'en fait, j'ai le droit d'avoir de l'aide. J'ai le droit de me confier et j'ai le droit qu'on s'intéresse à moi. Donc, les rencontres qu'on va pouvoir faire dans notre adolescence ou plus tard dans notre vie d'adulte avec des personnes qui vont être sécures pour nous, qui vont être présentes, eh bien, ça peut nous apprendre à sécuriser notre relation d'attachement en nous montrant que ça peut être autrement que ce qu'on a vécu dans le passé. Alors ça, c'est un exercice intéressant que vous proposez dans le livre. Oui, Effectivement, de faire sa carte. Je crois d'ailleurs que vous utilisez le terme d'affiliation, hein, où on peut inscrire effectivement les personnes qu'on appellerait dans une situation comme tu l'as évoqué, avec un code couleur plus ou moins épais en fonction de si on l'appelle en premier ou en deuxième, etc. c'est ça. Euh, Les personnes et c'est vrai que ressources. oui, c'est un exercice intéressant et après, je pense qu'aussi, ça amène peut-être certaines personnes à se rendre compte qu'elles ne peuvent plus voir les personnes aidantes, elles ont l'impression qu'elles sont seules, peut-être qu'elles ne le sont pas Exactement. vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dessus peut-être à développer, c'est-à-dire, est-ce que parfois on n'est pas tellement mal dans des situations ponctuelles qu'on ne voit plus ceux qui peuvent nous aider et comment on peut rétablir quelque chose en nous qui va nous permettre de reprendre confiance dans les autres, en fait, pour pouvoir identifier des personnes qui seront heureuses de nous aider et de nous C'est montrer qu'on ça. n'est pas seul. C'est ça. Alors, comme tu le dis, hein, il y a des personnes effectivement qui sont entourées, qui pourraient contacter des personnes ressources, hein, mais qui, quand elles ont la tête dans le guidon, comme on dit, hein, qui sont vraiment noyées par leurs problèmes et leur stress, n'y pensent même pas en fait. Donc, c'est vrai que ce petit exercice de faire une petite cartographie, une petite liste, hein, des personnes que j'ai autour de moi et qui pourraient être, en cas de coup dur, des ressources, c'est vraiment important. Après, il y a aussi des personnes qui n'ont personne autour d'elles, hein, des personnes assez isolées, seules et qui n'ont pas encore peut-être eu la chance de rencontrer ce type de personnes. Eh bien, ça va être un indicateur pour elles de se dire, ben, c'est peut-être là où il faut que je mette mon énergie en fait. Parce que peut-être à la suite de cette conférence ou à la suite de la lecture d'un bouquin, etc., je me rends compte que il faut que je prenne plus soin de mes relations parce que je suis trop seule. Alors, on dit, alors je vais peut-être rassurer du monde, hein, mais on dit que dans un cadre, enfin, dans un attachement dit sécure, un adulte a entre 3 et 5 figures d'attachement environ, hein. Il ne s'agit pas d'en avoir 30. On peut en avoir 30, mais ça peut être des personnes qu'on va côtoyer pour une soirée ou pour un moment festif. Mais vraiment des personnes vers qui on va se tourner pour se confier, ça, on en a entre 3 et 5 généralement. Donc, si vous en avez entre 3 et 5, j'ai envie de dire c'est une très bonne nouvelle. Continuez à alimenter, à prendre soin de ces relations parce qu'elles sont vraiment fondamentales. Si vous vous rendez compte que vous en avez moins, eh ben, c'est peut-être là où il faut mettre l'énergie. En gros, si je devais schématiser les choses, si je reprends dans l'attachement insécure les gens qui sont plutôt anxieux et les gens qui sont plutôt évitants, j'aurais envie de dire que les gens qui sont plutôt dans un attachement anxieux, donc ils ont peur de perdre la relation, hein, c'est des gens qui sont vraiment, qui nous collent, qui ont besoin qu'on se voit souvent, qu'on parle des heures au téléphone, etc. Ces gens-là, à la fin du livre, on donne des pistes en fait en fonction de chaque style d'attachement. Donc avec nos petits personnages qui vivent des choses. En fait, les gens qui ont un attachement anxieux, ce dont ils ont besoin de développer, c'est une plus grande autonomie. C'est-à-dire apprendre à mieux réguler leur stress, à mieux réguler leurs émotions pour avoir moins besoin de s'accrocher à toutes les personnes qui passent autour d'eux, en fait. Hein. Pour, comment dire, comme régler leur sécurité intérieure. Voilà. Donc les gens qui ont une anxiété de séparation, c'est ça. Il y a besoin vraiment de s'autonomiser, d'apprendre il y a plein d'outils de régulation du stress, etc., pour qu'ils puissent
aller demander de l'aide, mais uniquement si c'est vraiment important et si c'est vraiment, euh, s'ils en ont vraiment besoin. Donc, ils ont besoin d'apprendre à s'autonomiser. Et à contrario, j'ai envie de dire, les gens qui ont un attachement évitant, bah, c'est le contraire. Eux, ils ont besoin d'apprendre à s'ouvrir à l'autre. Ils ont besoin de sortir de leur grotte, sortir de leur coquille. Donc, du coup, ce qui va les challenger, ces gens avec un attachement évitant, ça va être d'apprendre à un petit peu plus à parler d'eux, d'apprendre à faire des réponses un petit peu plus longues qu'un seul, tu vas bien? Oui. Bon. Ouais. Oui, ah ben voilà, vraiment de pouvoir s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'ils vont sécuriser leur lien. Et donc ça, on peut le faire déjà en premier lieu en ayant fait comme son autodiagnostic, en fait, d'une certaine manière. Merci, Johanna. Alors, il y a quelques questions qui me semblent enfin, une que je trouvais particulièrement intéressante, parce que enfin, moi, elle m'a étonnée, mais effectivement, je trouve ça bien d'y avoir pensé. C'est est-ce qu'on peut avoir ces enfants devenus adultes en figure d'attachement? Et Alors ensuite, oui, une autre question qui ouais, va un petit peu avec ça, c'est effectivement quand on vieillit, eh ouais, bien, parfois, nos figures d'attachement ne sont plus là. ouais. Et donc, comment faire? Est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce qu'il faut apprendre à le gérer? Est-ce qu'il faut se préparer? Il faut élargir le cercle des Hmm. figures d'attachement pour... Effectivement, la question des personnes âgées seules est une vraie question sur cette question de l'attachement, justement. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que enfin, quand on pense aux années Covid qu'on a traversées, où on a laissé nos anciens seuls, c'était, alors en termes d'attachement, c'était la situation la plus traumatique qu'on pouvait leur faire vivre. C'était terrible, en fait. La solitude, c'est ce qui est le plus terrible à vivre en tant qu'être humain, vraiment. Euh, alors, parlons de la vieillesse. C'est vrai que il y a un moment dans la vie où les choses peuvent enfin, basculer. C'est quand nos parents deviennent dépendants, donc deviennent par exemple âgés ou ont un handicap, eh bien l'enfant peut devenir la figure d'attachement de son parent. C'est-à-dire qu'il y a un renversement en fait. Donc par exemple, je sais pas, quand ma mère âgée va pas bien, c'est moi qu'elle appelle. On dirait une toute petite fille dans ces moments-là. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'inverse. Et en fait, c'est le cycle de la vie, en fait. À un moment donné, on peut devenir la figure d'attachement de nos parents quand ceux-ci sont âgés, et c'est pas anormal, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Euh, quand nos figures d'attachement décèdent, disparaissent, etc., c'est pas parce qu'elles ne sont plus là, j'ai envie de dire physiquement, que ce ne sont plus des figures d'attachement pour nous. On peut tout à fait, par exemple, je prends l'exemple on peut tout à fait se dire, ah ben moi, une figure d'attachement vraiment qui était précieuse pour moi, c'était ma grand-mère, parce qu'elle m'a beaucoup gardée, elle était là quand j'en avais besoin, elle était douce, sécurisante, rassurante, c'est vraiment une figure d'attachement importante dans ma vie. Elle est plus là aujourd'hui, mais ça reste une figure d'attachement. C'est-à-dire que bah, des fois, je pense à elle et ça me fait du bien. Euh, des fois, quand j'ai une difficulté, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle me dirait, mamie? Donc, si comment dire, je traverse mon deuil, j'intègre ma figure d'attachement, même si elle est absente à l'intérieur de moi, c'est toujours une ressource que je peux avoir. Donc, se préparer, je ne sais pas, bien sûr qu'on peut, ce que j'ai envie de dire, c'est de, 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 de nourrir les relations qui nous sont chères et qui nous sont précieuses le plus possible quand les gens sont là, pour que quand ces personnes ne seront plus là, ça continue à perdurer à l'intérieur de nous. Merci, je pense que c'est très clair. C'était important, je pense, la question par rapport aux enfants en tant que figure d'attachement. Oui, Et c'est intéressant la manière dont tu as répondu parce que quelque part, ça permet aussi de faire la différence entre euh, une relation de connivence qu'on peut développer avec ses enfants. Le fait qu'effectivement, quand on a quelque chose à dire d'important, de joyeux, on appellera peut-être en premier notre enfant. Mais c'est pas pour ça qu'il devient la figure d'attachement, c'est-à-dire la personne qu'on appellera si on a quelque chose de exactement, très mauvaise nouvelle, quelque chose de très triste, etc. Donc, je pense qu'il y a exactement. c'est pas toujours facile, je crois, de faire la distinction. Donc là, j'espère que la conférence qu'on a fait aujourd'hui, que tu as eu la gentillesse de nous donner aujourd'hui,
y contribuera, c'est-à-dire de bien distinguer ce qui relève de l'attachement, de ce lien d'attachement, c'est-à-dire en situation de stress, Mmh. quelle est la personne ou les personnes desquelles je vais pouvoir faire redescendre ce sentiment, cette émotion, cette situation même physiologique de stress qui m'envahit. Et c'est bien cela, les figures d'attachement. Exactement, Euh, exactement. pour finir, je voudrais te poser une dernière question. Alors, je ne vais pas reprendre peut-être le témoignage qu'on a reçu, qu'on a lu ensemble hier, qui était un témoignage assez long, Mmh. qui faisait état d'une personne qui a aujourd'hui 70 ans, qui peut-être est avec nous ce soir, et qui expliquait son histoire de vie, qui a été une histoire de vie extrêmement traumatique, hein, puisqu'elle voilà, a été abandonnée par sa mère, puis par son père. Enfin, voilà, un parcours de vie très, très difficile, très douloureux, sans aucune relation avec une maman, voilà, le père très toxique, enfin, vraiment Mmh. très, très lourd, et qui se retrouve à 70 ans à être en contact avec cette mère qui est malade, blessée, et dont elle va aller prodiguer des soins. Voilà. Et elle interroge cette situation. Elle interroge sa colère, elle interroge tout ça. Mmh. Est-ce que tu peux... je pense que c'est aussi peut-être une question qu'on peut se poser par rapport à tous ceux qui ont vécu des situations traumatiques dans l'enfance, de maltraitance, évidemment Mmh. de crimes sexuels. Voilà. Je crois que c'est important qu'on puisse poser cette question. Euh, il y a pas, il y a un attachement, il n'y en a pas. Euh, il y a maltraitance, il y a une vie d'adulte qui s'est construite en réaction à tout ça, donc avec tout un ensemble de pathologies, de survivance évidemment. Euh, et à 70 ans, eh bien, le bourreau, quelque part, a besoin d'aide et je suis enfant et j'y vais. Et qu'est-ce que c'est Mmh. difficile et comment on comprend ça dans cette question qui nous intéressait ce soir de l'attachement. C'est une situation effectivement qui est en lien avec un attachement sans doute désorganisé, hein, en tout cas insécure. Désorganisé, j'en sais rien, je ne connais pas suffisamment, mais insécure. Et c'est une situation qui nous montre que souvent les questions, quand on s'interroge sur l'attachement, ben, on peut arriver aussi à s'interroger sur les traumatismes qu'on a vécus dans notre vie. Souvent, l'attachement et les traumas sont des thématiques intimement liées, parce que forcément, les traumas, ces fameuses expériences de vie qui ont été éprouvantes, qui ont été dures, où on a dû faire comme on a pu, mais on était seul, on était malmené, eh bien, ça génère une telle détresse physiologique au niveau du stress et psychologique que bien sûr que ça a évidemment des impacts sur la relation d'attachement, notamment cette dame avec sa propre mère. L'attachement et les traumas sont souvent des thématiques extrêmement liées. Et donc le fait de pouvoir se dire, OK, bon, grâce à cette conférence, j'ai peut-être compris que mon attachement était plutôt insécure. J'ai peut-être des idées au niveau de la manière dont les adultes de mon entourage se sont comportés. C'est une chose. Mais il ne faut pas mettre de côté, évidemment, l'impact que les traumatismes de la vie, de manière générale, ont hein, sur nous. Et si ces traumatismes n'ont pas été suffisamment traités, guéris, intégrés par moi-même, eh bien, ils vont pouvoir, comme, euh, comment dire, générer des émotions, ou en tout cas, il y a des parts de moi qui vont à des moments avoir des réactions de colère ou d'incompréhension par rapport à certaines personnes. Mais c'est en lien avec mon histoire passée, en fait. Donc tout ça pour dire que mieux comprendre son attachement et le sécuriser, c'est une chose, mais c'est aussi important, si on sait qu'on a vécu des épreuves de vie ou des traumas, c'est aussi important de s'en occuper. Voilà. Parce que les deux sont intimement liés. C'est le cas de cette dame qui nous avait écrit. Et puis dans les autres questions, on a eu beaucoup de témoignages personnels et je vous remercie beaucoup. Où voilà, il y a eu des événements de vie qui ont été très impactants sur les liens d'attachement et c'est important aussi de s'en occuper. On Oui, voyait, vas-y. pardon, Johanna, on voyait d'autres remarques. On en a eu beaucoup, hein, le décès d'un parent, bien sûr, hein, avec voilà, pour les enfants. Peut-être aussi parce qu'on a certaines personnes qui peuvent être inquiètes de se dire, mais peut-être que j'ai un attachement désorganisé, etc.
Je pense que, comme tu l'as dit, faut aussi ne pas hésiter à consulter à partir du moment où votre mode d'attachement, votre type d'attachement, finalement, vous apporte pas. Enfin, je pense que c'est ce qu'on peut dire, hein, Johanna, ce besoin de mise en sécurité au travers d'autres humains qui sont importants pour vous. Voilà. Alors Exactement. après, une personne qui pose la question, est-ce qu'on peut refuser de s'attacher? Alors à certaines personnes, sans doute. Je pense que là, on peut parler notamment des parents maltraitants, voilà, des personnes qui ont été abusées, etc. Est-ce qu'on peut euh, refuser de s'attacher? Est-ce qu'on peut refuser de s'attacher à tout le monde et n'avoir aucune personne, Hmm. euh, aucune figure d'attachement? Je ne sais pas si ça, c'est pas quand même un peu pathologique. Oui, alors effectivement, il existe. Alors, on ne peut pas ne pas s'attacher, hein, c'était ce que je disais au tout départ. Euh, Par contre, il existe je le dis quand même, mais c'est très spécifique s'il y a des professionnels qui nous écoutent, mais aussi voilà, il existe très, enfin, un cas de situation, notamment d'enfants qui ne s'attachent à personne en fait. Donc là, ce sont des enfants qui ont grandi dans un contexte traumatique extrême, avec des violences extrêmes. Et donc, euh, ce sont des enfants c'est un peu comme des valises qu'on trimballe d'institution en institution, et ils se posent jamais, ils s'attachent à personne, mais c'est extrêmement rare. Je le dis quand même parce que ça existe. Euh, Ça s'appelle le RAD, le RAD, le Reactive Attachment Disorder en anglais. Donc, mais c'est extrêmement rare. Quand on a l'impression qu'un enfant ou qu'un adulte ne s'attache pas, c'est que sans doute c'est plutôt de l'ordre de l'attachement qu'on disait évitant. Hein, souvenez-vous, les gens qui ont un attachement évitant, ils peuvent des fois paraître comme sécures parce ils gèrent bien d'apparence le stress. Ils sont très autonomes, donc on pourrait se dire, waouh, il est sécure, elle est sécure, il n'a jamais de problème, il n'a jamais besoin d'aide. Pas forcément, pas forcément. Il est peut-être, d'ailleurs, chez les personnes qui ont un attachement évitant, quand elles sont confrontées à du stress, si instantanément on leur faisait une prise de sang, eh bien on trouverait un taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, très élevé. Mais d'apparence, ça ne se voit pas en fait. Donc voilà, ces gens, comme tu dis, qui donnent l'impression de ne pas s'attacher, c'est souvent qu'en fait, ils ont tout simplement, entre guillemets, un attachement plutôt évitant. C'est pour ça que notamment, on va pas reparler n'est pas là pour parler de la période Covid, mais moi, quand je me suis beaucoup, avec SOS Éducation, notamment mobilisée quand on disait que les enfants s'habituaient à tout et qu'ils allaient très bien. Et je disais, c'est pas parce qu'un enfant ne dit rien ou dit ça va que ça va. Voilà. Donc, méfions-nous des gens qui ont un attachement évitant parce que sous une apparence euh, indépendance, en fait, ils vont pas très bien. Alors peut-être en dernière question, je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup Mais d'autres oui. questions, mais on va être obligé de se limiter. Euh, il y a une dernière question qui me semble intéressante, puisque je disais, on a parlé ensemble, Johanna, que effectivement, parfois, le fait d'aller voir un professionnel, de se faire aider, Oui. peut permettre de passer outre. Alors, effectivement, la personne a répondu en disant, mais oui, mais je ne vais pas parler d'une situation, je n'arrive pas à me confier, je ne vais pas me confier à quelqu'un que je ne connais pas. Mais je Oui. pense que c'est plus pour faire, c'est pas pour créer un lien d'attachement avec son psychologue, ce qui ne serait pas obligatoirement une très bonne chose, mais c'est pour que le psychologue aide la personne à trouver le chemin pour s'autoriser à créer des liens d'attachement, peut-être. Enfin, je te laisse peut-être conclure là-dessus et Ouais, ouais, bien sur sûr. Bah, comment faire et que faire quand on sent qu'on pourrait peut-être être plus heureux en travaillant mieux nos liens d'attachement. c'est sûr qu'à un moment donné, le travail que je fais en tant que psychologue, du coup, je vais te contredire, Sophie, mais c'est de devenir une figure d'attachement alternative pour mes patients. Parce que petit à petit, je dis pas que ça se fait le premier rendez-vous. Parfois, il y a des personnes qui, comme cette personne le dit, hein, c'est déjà difficile de se confier. Donc, en plus, se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est encore plus dur, ou pas. Ou alors, ça prend du temps, mais avec un thérapeute avec qui le feeling passe, qui ne nous oblige absolument à rien, qui va apprendre à nous connaître, où on va pas se sentir du tout dans telle ou telle obligation, ça se construit petit à petit.
Ce qui compte vraiment, c'est l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi-même, à se dire, OK, je mérite d'aller mieux, je mérite de mieux me comprendre et de mieux réguler les choses si j'allais demander de l'aide. Mais moi, il m'arrive beaucoup, enfin souvent, de recevoir des gens qui sont dans une difficulté à parler d'eux, ils sont très gênés, ils savent pas par où commencer, mais c'est le travail du thérapeute de pouvoir les soutenir et les aider là-dedans. Et ça prend le temps que ça prend. Et c'est ça qui va aussi être une relation d'attachement réparatrice. Parce que parfois, c'est très émouvant quand des gens, par exemple, me disent, mais j'ai jamais parlé de ça à personne dans ma vie, mais là, je peux le faire. C'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Et peut-être que cette première expérience, ben, c'est pas peut-être, cette première expérience avec un thérapeute va créer une sorte de trace, au moins une première trace qui dit que c'est possible. Et peut-être que s'il y a une première trace qui dit là c'était possible, ben peut-être qu'il va en avoir une deuxième et une troisième. Mais c'est sûr que des personnes qui ont des traumas d'attachement importants, c'est des suivis qui vont durer, ça se fait pas en 3 séances, bien évidemment, ce serait malhonnête de promettre une telle chose. Ça demande du temps, mais c'est tellement précieux. On est la personne la plus précieuse avec laquelle on a à vivre toute la vie. Donc c'est absolument fondamental, selon moi, de prendre soin de soi et d'aller chercher de l'aide. Donc oui. Alors moi, je veux bien être contredit quand c'est autant argumenté, hein, ça me va très bien. Très bien. Et c'est vrai que pour travailler actuellement beaucoup sur les situations d'abus sexuels sur enfants, dans les travaux de la Civise notamment, hein, on voit bien effectivement que les personnes qui révèlent vont parfois davantage réussir à révéler un psychologue ou à une Hmm. psychologue qui va justement pouvoir donner ce temps d'écoute. Et effectivement, c'est un attachement alternatif. Je trouve que la formule est assez juste, Oui. qui peut d'ailleurs perdurer, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne perdurera pas, mais ça permet effectivement à ce moment-là de recevoir la parole de gens qui avaient malheureusement personne d'autre Hmm. pour la recevoir souvent. C'est sûr. Alors, encore une fois, Ça, je c'est parle de sûr. psychologue, mais j'ai vu des questions, enfin, des remarques. Bien sûr que tout le monde ne peut pas se payer hein, le luxe d'aller chez un psychologue, évidemment. On a aussi tout le tissu associatif qui est présent. On a aussi ben, voilà, des consultations psychologiques prises en charge. Ça peut être un médecin, ça peut être, encore une fois, hein, je reviens sur la question de l'amitié, hein, une personne un peu plus proche, ou en tout cas, on se dit, OK, c'est pas dans mes habitudes, mais avec au moins cette personne, peut-être que je peux un tout petit peu apprendre à me confier. Et j'ai envie de dire, ça, plus ça, plus ça, c'est vraiment, comment dire, des billes qu'on met en notre faveur pour prendre soin de nous. Mais euh, voilà, il y a plusieurs pistes en fait, hein. Je dis pas que le salut passe forcément par aller chez le psy, même si quand même c'est aidant en fait, bien sûr, mais ça peut être vraiment voilà, d'écouter des conférences, de lire des bouquins, de discuter avec des amis, de pouvoir trouver du support en fait, et petit à petit de se sécuriser avec ces petites actions. Super, bah, écoute, merci beaucoup Yana, merci à tous. J'espère que cette conférence vous aura intéressé. En tout cas, ça nous aura donné envie à tous d'aller vers le lien, de créer du lien entre nous. Si Hmm. déjà on a contribué à ça, c'est déjà pas mal. Et puis, essayons d'être le plus présent possible auprès des enfants et de les aider justement à prendre la mesure de l'importance d'avoir des figures d'attachement. Exactement, Merci beaucoup, exactement. Johanna. Merci Sophie, merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.